Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Pascal Aubry de TechLib, bonjour. Et Xavier Carcel d'Avencall, bonjour. Bonjour. Alors on va parler des licences Open Hardware. Alors c'est des termes qu'on... Il y a beaucoup de choses, on parle licence, il y a open, il y a hardware, trois sujets, on a l'impression de trois sujets. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire d'une manière générique, c'est quoi une licence open hardware ? Ça correspond à quoi ? Alors dans les dernières années, il y a eu différentes initiatives d'essayer d'étendre la notion d'open source au matériel. Parce que l'open source a déjà poussé et parce que l'open source a essayé d'avoir un certain nombre de spécifications matérielles sur lesquelles l'open source était installé. Et en fait, se dessine grosso modo trois mondes dans les licences open hardware, cette extension de l'open source sur le matériel. Il y a une initiative, on va dire, franco-allemande qui s'appelle OANDA pour Open Hardware Alliance and Design, qui se définit plutôt comme un label. Je vais revenir dessus. D'accord. Il y a le CERN, le laboratoire suisse de l'accélérateur de particules, qui a développé une licence qui s'appelle Open Source Hardware. D'accord. Et puis il y a des Américains autour des gens qui du MIT principalement, et qui ont développé également une licence qui s'appelle Open Source Hardware License. On va dire que dans les trois cas, il y a l'extension de l'open source dans le sens, je peux prendre un design, je peux le regarder, voir ses spécifications, voir l'intérieur. Alors on va revenir dessus sur le hardware. Je vais pouvoir le modifier, je vais pouvoir le... Je pense que il y a une des questions, c'est l'open hardware, pourquoi ? Et donc là, il y a des parallèles qui peuvent être faits vraiment avec le code source pour le développement logiciel. Mais je pense aussi au partage de la connaissance de manière plus générale, y compris avec des initiatives très intéressantes comme Creative Commons ou dans le domaine des arts graphiques, dans le domaine de n'importe quel type de connaissance. Il y a un peu l'idée qui est un peu militante finalement de maîtriser ce qu'on fait et de partage communautaire, voilà. Créer un groupe d'utilisateurs autour d'une idée, autour d'un design. Autour d'une plateforme matérielle cette fois, de non pas d'un mutualisation, logiciel. de mutualisation, de pérennité, puisque c'est connu, donc on voit l'intérieur, c'est pas seulement une société qui porte, pas lié à la société qui porte le matériel. Voilà, le secret technique qui fait que le jour où cette société-là s'arrête... Donc après, ça se décline dans plusieurs licences. Comme dans le logiciel libre, il y a aussi énormément de licences. C'est assez compliqué de se repérer dans les différentes licences. On va dire que le point commun des trois licences, c'est vraiment je peux prendre un produit ou un projet hardware, je peux trouver les schémas de conception, je peux les utiliser, donc je peux les rouvrir dans un logiciel. Je peux faire moi-même le matériel. Enfin, en gros, je peux le construire modifier moi-même le matériel. Voilà, et je peux soit refaire... Si j'en ai les compétences. Voilà, la même chose. Évidemment, sur le hardware, il faut des compétences hardware, mais plus on va avoir de projets open hardware et plus on va avoir de communautés d'utilisateurs capables de modifier tout ou partie d'un projet sous cette licence-là. Oui. Je pense que ça part aussi sur un côté plus un peu geek. Il y a des vrais passionnés aussi qui ont envie, qui développent très bas niveau, et à chaque fois qu'ils se heurtent à une puce, un chipset où c'est pas documenté, c'est privé, c'est fermé, c'est chasse gardée, etc. Il y a aussi la volonté de se dire, bah non, même jusque-là, on a envie de maîtriser complètement, on a envie de faire notre truc à nous. Je pense que au salon, sur le village associatif, on trouve aussi pas mal d'implémentations, de choses qui sont faites, soit de se réapproprier des hardwares qui sont malgré tout propriétaires, soit d'aller vers ce type de C'est clair qu'il y a deux énergies qui ont poussé vraiment l'ouverture du hardware, soit à comprendre comment ça marchait à l'intérieur, soit à en refaire. C'est le monde du hacking au sens noble du terme, je veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et je veux pouvoir le modifier. Et le monde du fait soi-même, DIY en anglais, c'est-à-dire que de plus en plus de gens ont envie de pouvoir faire un équipement de domotique, modifier leur serveur. Son antenne Wi-Fi. Voilà, j'ai l'impression d'exister si j'ai soudé, touché un petit peu d'électronique et mis un soft dessus. Je me sens moins bête à la fin de la journée que d'acheter Alors on voit bien, il y a effectivement il y a ce point de départ quelque part. Aujourd'hui, on va dire que l'industrie commence à se saisir de ce concept. Comment ça se traduit en fait
quels sont les intérêts pour les entreprises de se saisir de ce concept? C'est le même cheminement, j'ai envie de dire, que sur le logiciel libre en général. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des grandes idées qui sont des idées politiques finalement, qui sont des idées de partage, de mutualisation, etc. En tout cas des idées assez sociétales, voilà. Et puis donc plus dans le domaine de la passion, c'est-à-dire j'ai envie de partager avec mon prochain, etc. D'ouverture, voilà, l'open source. Et puis derrière, il y a la raison, y compris la raison économique. Donc, qui rattrape en fait ça. C'est-à-dire que là où on pouvait penser, on aurait pu penser il y a quelques années qu'il n'y a pas de débouché économique pour des logiciels libres. Bon, peut-être pour de l'open source, mais en tout cas pour du libre, difficilement. Voilà, on voit aujourd'hui qu'il y a des vraies solutions qui tournent, qui ont pignon sur rue, qui sont très vives en termes de nouveautés, d'innovation, etc., mais qui ont aussi des débouchés industriels extrêmement importants. Et ben, je pense que là, ça suit le même chemin, c'est-à-dire que de ne plus être pris au piège d'un fabricant spécifique, du fait qu'il n'y ait qu'un seul fabricant qui fabrique cette puce-là répondant à ces spécifications-là. Là, on est vraiment dans l'aspect très marque, enfin, je veux dire offre et demande, c'est-à-dire que s'il y a une pénurie de cette puce, bon ben, coincé, voilà, elle double, elle multipliée par 15 son prix. Donc la possibilité d'avoir du matériel un peu comme le générique aussi dans les médicaments, sur spécification ouverte, etc., permet à plusieurs constructeurs de les produire. Et donc il y a des débouchés économiques en termes d'indépendance par rapport aux constructeurs, aux fondeurs. On trouve les mêmes arguments de toute façon que pour le logiciel, l'indépendance du fournisseur, etc. Tout à fait. Si je reviens un peu sur l'histoire des 3 licences en fait, que je citais tout à l'heure. Trois envies de partager différentes. Le CERN, qui fabrique des équipements spécifiques pour ses besoins, et qui se dit finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre à l'ouvrir, et que d'autres gens participent, utilisent mes développements qui sont vraiment très spécifiques à mes besoins. Bon ben, de cette idée-là, finalement, est née une licence, et maintenant un certain nombre de projets qui utilisent cette licence-là. Dans le cas de Wanda, le label dont je parlais tout à l'heure, que je vais reciter, c'est plutôt des artistes qui se disaient je suis artiste, j'ai besoin d'avoir des connexions avec du milieu matériel ou électronique. Plus je partagerai, plus je vais créer des choses. De la valeur. Plus je vais créer de la valeur. Voilà, des innovations, des idées, des choses que je n'avais même pas imaginées parce que quelqu'un a vu ce design-là et puis s'est dit ah bah oui, je pourrais faire ça. C'est un peu l'agitation moléculaire, l'enthalpie. C'est-à-dire que si on garde secret dans son coin, il y a peu de chances que ça rencontre une autre bonne idée. Ouais. Voilà. Et puis la troisième initiative plutôt américaine qui est plutôt communautaire. Donc on retrouve Arduino par exemple qui est le projet de microcontrôleur très utilisé en domotique ou en petits systèmes. Et là on pourrait citer Raspberry Pi par exemple qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui ne s'est pas appuyé sur une licence. D'ailleurs, leur ouverture est assez limitée, c'est-à-dire qu'en termes on ne peut pas, par exemple, rouvrir les schémas qu'ils proposent. Ouais. On peut seulement les voir, s'en inspirer, mais il n'y a pas vraiment la réutilisation qui est en jeu. Mais par contre, dans le même cas que Arduino, je crée une communauté. Et du coup, ça foisonne parce que les gens se trouvent avec une plateforme qu'ils n'auraient pas fait eux-mêmes. Par contre, les applications qu'ils peuvent faire avec cette plateforme, que ce soit Arduino ou Raspberry Pi, là, ça part un peu dans tous les sens. Et ensuite, ça devient communautaire. Donc, trois historiques différents pour 3 licences différentes. Dans le cas de Wanda, l'axe, c'était de se dire, on va faire un label plutôt qu'une licence, parce que les produits, ça se rapproche plus de label. On connaît le label bio, j'achète un produit, je sais qu'il a respecté certaines règles. J'achète un produit au label Wanda, je sais que je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur le design. Je pousse plus loin, je pourrais aussi avoir des contacts avec les designers de ce produit-là. Ce qui est complètement inimaginable dans le monde actuel avec un iPhone, un produit électronique qu'on achète aujourd'hui. On n'a absolument aucune idée de qui l'a designé, pourquoi, et encore moins rentrer en contact avec lui pour créer un partenariat. Là, c'est un peu de la science-fiction. Là. Sur du domaine bien propriétaire, c'est un peu de la science-fiction de rencontrer les gens qui sont les penseurs de cette architecture. Donc du coup, effectivement, on pourrait imaginer demain, je veux acheter 2 produits électroniques dans le commerce. Il y en a un qui est sous label Wanda. À iso-fonctionnalité, je sais que celui-là, je peux avoir envie de l'autre, mais je sais que j'aurai peut-être de la traçabilité, j'aurai peut-être des contacts avec les designers, j'aurai des schémas de fabrication.
Donc j'aurai un certain nombre de choses, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment un gage de pérennité parce que nous, on investit sur des développements. Moi, je préfère, je dis souvent, je préfère une moyenne technologie bien documentée et bien partagée qu'un super truc, qu'il y a 2 personnes sur la planète qui peut le maintenir et que ces 2 personnes, si elles passent sous un bus ou si elles décident de faire autre chose, on sera complètement piégé. Donc là, on est vraiment là-dedans. Des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus low-tech dans l'open hardware que ce qui est fait par les grands constructeurs. Mais finalement, c'est pas grave. Parce que si on peut s'en emparer, on fera certainement des choses plus intéressantes. Il y a aussi des couches d'abstraction, de retraitement qui vont être enlevées, puisqu'on va pouvoir adresser beaucoup plus directement, beaucoup plus bas niveau. Et puis il y a une montée en compétence d'une base de gens, d'utilisateurs, qui vont devenir à un moment des super utilisateurs, puis des développeurs. Oui. Parce qu'ils ont eu le chemin vers l'acquisition de compétences de cet équipement low-tech peut-être, sera plus facile que s'ils allaient directement sur quelque chose de compliqué, faire un téléphone portable par exemple. Puis je pense vraiment cette ouverture aussi, ça c'est vraiment un effet très positif, va aussi casser le clivage entre les gens qui s'occupent de concevoir du hardware et finalement qui se préoccupent assez peu de comment il va être exploité par les développeurs bas niveau qui vont faire les pilotes, qui vont faire... Là, on est vraiment, on a une continuité d'échange. On va avoir des développeurs qui vont directement influencer et dire, bah, là, si tu me faisais ça dans ton électronique, ça me ferait gagner beaucoup de temps. Et donc ça, c'est des process qui se font aussi, bien sûr, dans l'industrie conventionnelle, mais qui sont très très longs avant qu'il y ait une demande qui sont très compliquées à faire. Donc là, on est sur quelque chose qui est plus souple. Puis on peut raconter différentes histoires de drivers open source qui ont été développés sur des bases hardware. Ou alors ça peut être du reverse, ça peut être d'autres techniques, mais où finalement l'implémentation open source sur une base matérielle fermée était plus performante que l'implémentation maison d'une boîte qui savait très bien faire du hardware, mais qui finalement le driver c'est quelque chose qui est un autre métier et qui finalement les gens du hardware, en tout cas chez les fabricants de puces, dans leur langage ça s'appelle du golden software, c'est-à-dire il a été éprouvé. S'il est publié par une communauté, c'est que forcément il a été à l'épreuve de cette communauté-là. Et donc ça a poussé, à tel point qu'effectivement maintenant les développeurs de drivers influencent sur certaines spécifications hardware et le rapprochement continue. Je pense que sous Linux, c'est évident à tel point que même sur des pilotes vraiment propriétaires, on s'aperçoit qu'il y a des implémentations libres de ces drivers qui sont gérés de plus en plus directement dans le kernel du système d'exploitation. Et c'est un gage de qualité, c'est-à-dire que si ce contrôleur propriétaire est reconnu directement par le kernel Linux 2.6.32, je ne sais pas quoi, bah, on est beaucoup moins embêté que d'aller recompiler en allant sur le site du constructeur, etc. Finalement, on a rebouclé la boucle, le logiciel libre a entraîné l'open hardware qui retourne sur le logiciel libre, donc on est rentré dans un cercle vertueux. Donc on va dire que tout à fait. On est sur la bonne voie. Je vous remercie pour toutes ces informations et nous avoir donné envie d'aller découvrir ces licences open hardware en tout cas. Bon salon, bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.